Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet absolument passionnant, le grand basculement du mode projet vers le mode produit. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Pourquoi cette transformation est devenue si critique dans notre façon de travailler? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre, commençons avec cette citation de Marie Popendek, une pionnière du développement logiciel. Tenez-vous bien, sur 78 projets, 77 livrés à temps, dans le budget et avec tout ce qui était demandé. Sur le papier, c'est presque un sans faute, on est d'accord? Franchement, à première vue, on se dit que c'est la réussite absolue. Une efficacité de fou, des objectifs atteints, tous les voyants au vert. On s'attend à une histoire de triomphe total. Et là, c'est la douche froide. Cette simple phrase fait tout voler en éclats. Elle met le doigt sur le problème central qu'on va explorer. Comment est-ce possible de tout réussir sur le papier, mais d'échouer complètement dans la vraie vie? Cette histoire, elle nous emmène pile là où on doit aller. On va parler de cette fameuse illusion du succès. Quand on pense avoir tout bien fait, mais qu'en réalité, on est passé à côté de l'essentiel. Alors, le modèle traditionnel, il repose sur ce qu'on appelle le triangle de fer. C'est simple, pour qu'un projet soit un succès, il faut respecter trois choses. Et ces trois choses sont verrouillées. Les coûts, les délais et le périmètre, c'est-à-dire tout ce qu'on doit livrer. Si on respecte ces trois points, bingo, c'est réussi. En théorie, c'est parfait. Mais voilà, l'histoire de Mary Popendek nous montre bien qu'il y a un gros problème dans cette équation. Et le problème, le voilà, c'est le compromis caché. Quand tout est rigide, quand on est obligé de tenir les coûts, les délais et le périmètre, il faut bien que quelque chose craque. Et cette variable d'ajustement, celle qu'on ne voit pas toujours, c'est la qualité. C'est elle qu'on sacrifie petit à petit pour que tout rentre dans les cases. Résultat, les clients ne sont pas contents, même si tous les voyants du projet sont au vert. C'est là qu'on arrive au tournant décisif. Le passage du projet au produit, ce n'est pas juste pour faire joli avec un nouveau mot. C'est un changement total dans ce qu'on considère comme une réussite. C'est une redéfinition fondamentale des priorités. Ce tableau, il résume tout. Regardez bien. À gauche, le mode projet. On fiche tout et c'est la qualité qui trinque. À droite, l'approche produit, l'approche agile. On fait exactement l'inverse. On fixe la qualité, le temps et le budget et on rend le périmètre flexible. Pourquoi on fait ça? Parce que l'objectif n'est plus de respecter les contraintes, mais bien de maximiser le retour sur investissement. On préfère livrer 80% des fonctionnalités avec une qualité irréprochable et qui apporte une vraie valeur, plutôt qu'une usine à gaz à 100% que personne n'utilisera. Bon, alors, comment on fait pour sortir de l'impasse du triangle de fer? Eh bien, la réponse a commencé à émerger au début des années 2000 avec une nouvelle philosophie, le mouvement agile. Et son incarnation la plus célèbre, son outil le plus populaire, c'est bien sûr Scrum. Voyons un peu d'où ça vient. Tout part du Manifeste Agile, écrit en 2001. Il est basé sur 4 valeurs fondamentales. La toute première, les individus et leurs interactions sont plus importants que les processus et les outils. En gros, on parie sur l'intelligence des gens et leur capacité à se parler plutôt que sur des procédures rigides et de la bureaucratie. Deuxième valeur, un produit qui fonctionne a plus de valeur qu'une documentation exhaustive. L'idée, c'est de produire de la valeur concrète, quelque chose que les utilisateurs peuvent toucher et utiliser, plutôt que de passer des mois à écrire des tonnes de documents qui décrivent ce que le produit est censé faire. Troisième point, et il est crucial, la collaboration avec les clients est bien plus précieuse que la négociation d'un contrat. On sort d'une logique d'affrontement client-fournisseur pour entrer dans un vrai partenariat. On construit la solution main dans la main. Et enfin, la quatrième valeur, peut-être la plus célèbre, l'adaptation au changement est plus importante que le suivi d'un plan. Le monde bouge, le marché évolue, les besoins changent. Avoir la capacité de pivoter, ce n'est pas un signe d'échec, c'est une force incroyable. Voilà le manifeste complet. Et il y a une phrase, la dernière, qui est absolument essentielle. Même s'il existe de la valeur dans les éléments de droite, nous accordons plus d'importance à ceux de gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne jette pas les plans, les outils ou la doc à la poubelle. Simplement, on priorise. Et cette nuance, elle est fondamentale car elle est souvent très mal comprise. Et donc, dans cette grande famille agile, la star, c'est Scrum. Scrum, c'est un cadre de travail, un framework pour développer des produits complexes. Et ce qui est intéressant, c'est que ses racines sont bien plus anciennes que le manifeste. Elles viennent d'un article de 1986 qui comparait les meilleures équipes de développement produit à une mêlée de rugby, où tout le monde avance ensemble. Dès le début, Scrum a été pensé pour le produit. Et justement, Scrum a mis en lumière un rôle absolument central, le Product Owner. C'est qui? C'est la voix du client, la voix du business, directement au sein de l'équipe de développement. Sa seule et unique obsession, c'est de s'assurer que l'équipe construit le bon produit, celui qui va créer un maximum de valeur. C'est l'incarnation même de l'approche produit.
Le manifeste agile et Scrum, ce n'était qu'un point de départ. Dans les années qui ont suivi, plein d'autres idées et de méthodes sont venues s'ajouter pour enrichir et affiner cette approche centrée sur le produit. Cette chronologie, elle montre super bien comment cet écosystème s'est construit, brique par brique. Chaque nouvelle étape a apporté une solution à un nouveau problème. Comment on fait avec beaucoup d'équipes? Comment on optimise le flux de travail? Comment on valide nos idées? LESS, par exemple. Ça veut dire Large Scale Scrum. Ça répond à la première question. Comment on fait pour que plein d'équipes travaillent ensemble en mode Scrum sans que ça devienne un bazar bureaucratique? La réponse est simple et élégante. On a un seul produit, et donc un seul product owner, un seul capitaine, pour que tout le monde aille dans la même direction. Ensuite, il y a Kanban. L'idée géniale de Kanban, c'est la visualisation. C'est un peu comme si on affichait une carte du trafic pour voir où ça coince. En rendant tout le flux de travail visible, on voit tout de suite où sont les bouchons, les blocages, et on peut agir pour que tout soit plus fluide, pour livrer de la valeur en continu. Puis est arrivée la culture DevOps. C'est la fin du mur de la confusion entre les développeurs, les devs, et les gens qui s'occupent de la production, les Ops. Le principe est simple, mais il change tout. You build it, you run it. C'est toi qui le construis, c'est toi qui le gères. Une seule et même équipe est responsable du produit, du début à la fin. Ça crée un vrai sentiment de responsabilité. Le Lean Startup nous a apporté le concept de MVP, le produit minimum viable. Alors attention, c'est un terme souvent mal compris. Un MVP, ce n'est pas une version bas de gamme d'un produit. C'est une expérience scientifique. L'objectif est de tester une hypothèse business avec le strict minimum d'effort. Le but, c'est d'apprendre. Et si on apprend que l'hypothèse était fausse, on peut jeter le MVP à la poubelle. Et c'est une victoire, parce qu'on a évité de gaspiller des mois. Et la boîte à outils continue de se remplir. On a le Dual Track Agile qui consiste à faire deux choses en même temps. D'un côté, on explore, on découvre ce qu'il faut construire, et de l'autre, on le construit. On a le Lean UX qui applique les mêmes idées de validation rapide au design, et puis cette idée super puissante des Empowered Product Teams. On ne donne pas aux équipes une liste de fonctionnalités à coder, on leur donne un problème à résoudre. C'est bien plus motivant et efficace. On arrive maintenant à la phase finale de cette longue évolution. Toutes ces idées, de l'agile au Lean Startup, convergent vers une vision où le produit n'est plus seulement un résultat, mais le véritable moteur de la stratégie de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le product-led growth, ou la croissance tirée par le produit. Ici, c'est le produit lui-même qui devient l'outil principal pour acquérir de nouveaux clients, les activer et les fidéliser. Le marketing, la vente, tout est intégré directement dans l'expérience utilisateur. Le produit n'est plus au service du business, le produit est le business. Parce qu'au fond, le but ultime, le Graal, ce n'est pas simplement de répondre à une demande explicite d'un client. C'est d'aller plus loin, de découvrir le besoin qui se cache derrière, un besoin que le client lui-même n'arrive pas toujours à formuler. Et à partir de là, de créer un nouvel usage, une nouvelle habitude. Et pour illustrer ça, il y a un exemple absolument magistral, Steve Jobs, l'iPod. Technologiquement, ce n'était pas une révolution folle, mais la molette cliquable, ça c'est une révolution d'usage. Jobs n'a pas juste vendu un lecteur MP3, il a appris à des millions de gens une nouvelle façon d'interagir avec le numérique. En faisant ça, il a préparé le marché. Et une fois que tout le monde a eu cette nouvelle habitude dans les doigts, il a pu lancer l'iPhone, qui capitalisait sur cet apprentissage pour changer le monde. Et tout ce voyage nous amène à cette dernière question, une question à méditer. Et si finalement le but ultime n'était pas seulement de construire ce que les gens demandent? Et si la plus grande valeur qu'on pouvait créer avec un produit, c'était d'inventer un nouvel usage, une nouvelle habitude que personne n'avait imaginé avant?